Voilà, bonjour à tout le monde, je suis Fabienne Maillefer, je vous accueille ce matin dans un nouveau live consacré aux clés de la communication animale intuitive, un live dans lequel je réponds à vos questions. Alors, il y a des questions qui vont m'être posées en direct, il y a des questions qui m'ont été posées sur le canal Telegram qui s'appelle Les clés de la communication animale intuitive et auxquelles je vais répondre en premier. Donc voilà, merci à toutes et à tous d'être présents ce dimanche matin. Alors, je vais répondre à la première question qui avait été formulée par Caroline. Alors, je ne sais pas si cette Caroline-là est là ce matin, qui disait, si les animaux nous sont envoyés pour faire évoluer notre état de conscience, comment explique-t-on les abandons pour des raisons diverses et variées de la part des humains au cours de la vie des animaux? Ceux-ci ne seraient-ils pas le fruit du hasard ou de la malchance, mais doivent-ils se produire? Ou l'humain ne veut-il pas de la prise de conscience proposée? Qu'en est-il? Alors, merci Caroline pour cette question qui est une question très philosophique aussi, parce que bien sûr, je n'ai pas la réponse sur l'entier ou tous les abandons qui sont faits dans le monde, euh, abandons d'animaux. Ce que je sais, c'est que effectivement, les animaux de compagnie viennent pour aider l'humain à évoluer dans sa conscience, mais sa conscience non seulement de lui-même, mais de la vie en général, de son environnement, de la nature, de tout ce qui est. Et lorsque un humain abandonne un animal, l'humain a toujours des bonnes raisons d'abandonner l'animal. Ces bonnes raisons, je mets bonnes entre guillemets, elles sont liées à l'état de conscience la plus élevée que l'humain a à ce moment-là. Et moi, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal. Je dis juste que, pour répondre à ta question, Caroline, il faut, plutôt que de porter des jugements sur les gens, si on peut juste se dire que finalement, tout le monde, vous, moi, on a un niveau de conscience qui évolue au courant de notre vie. Et nos animaux, le rapport à nos animaux nous a énormément aidé à évoluer vis-à-vis de ce niveau de conscience-là et de la conscience de l'immensité de l'intelligence émotionnelle, intuitive du monde animal. Je peux me livrer à un petit feedback sur ma vie. J'ai été toute ma vie accompagnée par des chevaux et passionnée de chevaux. Mais aujourd'hui, je vois plus du tout les chevaux de la même manière que je les voyais à 15 ans. Parce que même si j'avais un contact direct et intuitif déjà à l'époque avec eux, ils m'ont appris, à force de les côtoyer, de vivre avec eux, les équidés m'ont appris des tas de choses. Et si c'était à refaire, probablement que je ne monterais plus et que je ne ferais plus la même chose avec eux que je faisais à une époque, même si à cette époque-là, je pensais déjà les aimer très fort et les respecter. Donc, les abandons, ça s'explique pas par un état des lieux de l'humain. Pour moi, ça contribue à montrer que notre niveau de conscience, il doit évoluer. Et les personnes qui peuvent faire évoluer le niveau de conscience des humains, c'est vous, en fait. Parce que vous, vous avez déjà, si vous êtes là aujourd'hui, un niveau de conscience très élevé de ce qu'est le monde animal, de son empathie, de sa sensibilité. Et je crois profondément qu'à travers la communication animale intuitive, à travers ce que vous faites dans votre quotidien, vous pouvez sensibiliser d'autres gens à élever leur niveau de conscience vis-à-vis du monde animal et de l'environnement en général. Voilà pour la réponse. Alors, je ne sais pas si Caroline est là ou pas. Euh, c'est ce que je peux te dire aujourd'hui par rapport à ta question. Est-ce que quelqu'un voulait rebondir là-dessus ou je passe à la question suivante? Ok. Alors, je passe à la question suivante qui est la question de Sandrine qui dit, on dit que les animaux ressentent nos intentions et entendent nos pensées, et d'un autre côté, qu'il faut leur dire des choses pour qu'ils comprennent. Par exemple, je pars en vacances, tu vas aller chez le vétérinaire, ton copain est décédé, etc. S'ils ressentent tout de manière télépathique, n'est-ce pas contradictoire? Merci pour ta question, Sandrine. Question super intéressante parce que en communication animale intuitive, on confond souvent deux niveaux de communication. Un premier niveau qui est je parle à, ou deuxième, peu importe l'ordre, je parle à l'âme. Je suis dans une communication d'âme à âme
Et oui, l'âme sait tout sur tout. Mais l'âme, elle est incarnée dans un costume de chien, de chat, de lapin ou de cheval ou de poney, peu importe. Et donc, ce décalage, c'est la même chose pour nous, hein, ce décalage-là nécessite que j'informe le chat, le chien ou l'autre animal de compagnie que j'ai de mes intentions et de ce que je vais faire parce que avec lui, par exemple, ou ce que moi je vais faire tout seul si je m'en vais en vacances, parce que c'est pas quelque chose qui est inné. Sinon, on pourrait dire c'est la même chose pour vous. Finalement, pourquoi on se parle? Puisqu'on est aussi des êtres uniques et à une dimension euh, hors de toute dimension, si vous voulez. Et ces êtres uniques que nous sommes sont incarnés dans un corps de Fabienne, Suzanne, Pierre, Jacques, Caroline ou Jean. Et donc, on ne serait censé aussi tout comprendre des autres. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Parce que en communication intuitive, on va devoir toujours parler à deux niveaux. Et c'est ce qui est souvent oublié dans la com animale. C'est que je parle d'âme à âme quand je me mets dans des conditions adéquates pour pouvoir communiquer dans un autre espace-temps avec l'âme de l'animal, et donc l'être infini qu'il est. Et puis, je dois le ramener dans la matière pour lui expliquer des choses du quotidien. Donc, par exemple, un animal qui perdrait son copain, qui est parti chez le vétérinaire et qui ne revient pas parce qu'il a été endormi, eh ben, c'est pas évident pour le copain animal qui reste à la maison de savoir où est passé son animal, son copain animal. Donc, il faut le lui dire. Il faut expliquer les choses. Donc, euh, pour moi, l'intentionnalité, c'est je m'adresse à l'être humain, animal, comme je fais dans le quotidien, à qui j'informe de mon planning. Hein, si vous partagez votre vie avec quelqu'un, vous allez dire oui, je rentrerai ce soir à telle heure, tu prévois de rester à la maison ou pas. Vous pouvez faire la même chose avec votre chat ou votre chien qui vit avec vous. Idem par rapport à votre équidé ou votre lapin, hein, peu importe à votre équidé, à qui vous pouvez dire, bah, cette semaine, je vais pouvoir venir lundi et mercredi, mais je ne pourrai pas venir plus que 2 fois dans la semaine. Voilà, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, Sandrine, si tu avais envie de rebondir là-dessus, si tu es là ce matin ou pas, ou si d'autres gens ont envie d'interagir à cette réponse, ou bien c'est super clair et limpide. Oui, Isabelle, faut juste mettre le micro. Oui, en fait, c'est et le deuxième niveau de communication, parce que tu dis qu'il y a deux niveaux, donc là, c'est le Le premier niveau, c'est niveau. et le deuxième niveau, c'est le niveau terrien, c'est-à-dire Ah oui, l'incarnation. d'accord. Ok. Le premier niveau, c'est un niveau où on discute avec l'être infini que Hmm, l'animal est et que nous sommes aussi en tant qu'âme. Et puis le deuxième niveau, bah, c'est l'incarnation. d'accord. Ouais. Oui, ce qui explique qu'on a des informations sur les deux niveaux selon les situations, quoi. Oui, tout à fait. Hmm, Et ok. ça explique aussi des fois ce qu'on appelle les dichotomies hein, ou les dissonances entre une information que nous, on peut avoir sur le plan de l'âme, mais que l'animal n'a pas forcément, parce que Ouais. si, à un moment donné, dans un événement traumatique, il a été coupé de sa relation à son âme, comme ça nous arrive aussi à nous, qui vit un phénomène de dissociation, eh ben, il ne va pas avoir le même message ou la même compréhension des choses que nous, on pourrait l'avoir à un autre niveau. C'est pour Ouais. ça qu'il faut toujours travailler sur les deux niveaux, Hmm. l'animal incarné et son âme. Oui, oui. Oui, ok, bah merci beaucoup. Je t'en prie, merci. Alors, je continue dans les questions. Evelyne qui me dit, dans le chapitre de la maltraitance envers les animaux, j'ai aussi une question, c'était par rapport au dernier live où j'ai mentionné le fait que l'on pouvait envoyer beaucoup d'amour à tous les animaux maltraités, être compatissant à leur égard, que cela faisait du bien à leur âme. Comme c'est une chose qui me touche beaucoup, aurais-tu des conseils à donner sur la manière de procéder? Connexion, si oui, comment, méditation, de quelle manière est-ce qu'on peut faire cela? Alors, quand on est confronté à des animaux et à notre impuissance face aux animaux, plus on va avoir de révolte, de jugement, de, comment dire ça, de critique envers la maltraitance qu'a subi cet animal, plus en fait on crée un égrégore. L'égrégore, c'est une forme pensée. On crée un égrégore noir, lourd, sinistre, fait de haine, de violence, de choses pas très belles, qui en fait va rejoindre l'animal. C'est-à-dire, moi, je pense que
dans ma révolte, je suis compatissante avec l'animal, mais dans la réalité, je l'aide pas du tout parce que je fais que renforcer la maltraitance. Alors ça semble peut-être un peu bizarre, hein, mais c'est comme ça qu'énergétiquement ça marche. Donc quand un animal maltraité ou face auquel vous ne pouvez rien faire, je pense à tout ce qui se passe en ce moment autour des baleines suite à l'incarcération de Paul Watson, on voit beaucoup de choses. Eh ben, ça sert à rien de dire c'est dégueulasse, mais enfin, c'est pas juste, et puis d'alimenter les réseaux sociaux avec ça. Mais prenez du temps. Alors, moi, je vous dis comment je fais. Je me mets en prière et je prends du... C'est une méditation, hein. Je prends du temps et vraiment, je prie l'esprit. Je pense à cette baleine qui a été heurtée par un bateau dernièrement et qui est décédée après de longues heures d'agonie. Et ben, en fait, en ayant connaissance de cela, j'ai simplement pris du temps, j'ai arrêté ma journée à ce moment-là. Je suis allée dans la nature. Alors après, chacun fait comme bon lui semble, hein. Il n'y a pas une méthode. Et puis, dans ces moments-là, je prie. Et puis, je prie l'esprit de toutes les baleines. Et puis, je prie l'esprit universel de la nature. Et puis, les esprits de la nature et les sirènes qui accompagnent le monde des baleines. Et puis, j'envoie tout ce que je peux envoyer de grâce, de pardon. Et puis je fais la fameuse prière Ho'oponopono que vous connaissez certainement. Et voilà, ça c'est ma technique à moi. Tout est bon. C'est-à-dire, rien que le fait de penser positivement, ça ne veut pas dire qu'on accepte ce qui a été fait, hein, mais je pense que le plus important maintenant, c'est que je me concentre pour amener beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance et beaucoup de compassion envers l'animal qui est en souffrance, parce que dans la réalité des faits, je ne peux rien faire. Si par contre vous êtes confronté à des animaux qui sont maltraités, mais que vous avez les moyens d'intervenir parce que c'est sous vos yeux, faut pas envoyer de l'amour à l'animal. Il faut aller appeler la SPA, le vétérinaire du district ou du canton, suivant le pays où vous habitez, et puis informer de la maltraitance. Disons, la prière, vous pouvez toujours la faire, mais l'animal, il aura plus besoin que vous interveniez puisque vous êtes spectatrice directe d'une maltraitance et qu'il faut dénoncer les maltraitances. Et on dit beaucoup de choses sur les SPA. Ben moi, je peux vous dire que les SPA, elles bougent, elles agissent, et plus il y a de gens qui les informent d'une maltraitance sur un animal, plus en fait elles vont bouger rapidement. Pour le cas où on ressent un animal triste, et puis là, je vais enchaîner avec la question de Sarah qui, dans une question suivante que je vais mélanger à celle-ci, raconte qu'elle est allée au cirque et que, elle est allée voir les chevaux avant le spectacle, et puis qu'elle a eu un contact très particulier avec un des chevaux dont elle a ressenti beaucoup de tristesse, et que sa fille et son conjoint qui sont allés aussi voir ce cheval ont ressenti la même chose et elle me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation comme ça? En fait, ce qu'on peut faire, c'est amener beaucoup d'amour et de compassion parce que dans la réalité, si je prends l'exemple du cheval en question, on ne sait pas quelle est la tristesse et à qui appartient cette tristesse-là. Parce que quand on est face à des animaux qui vivent en groupe dans un cirque, mais ça peut être dans un zoo, c'est le même problème, hein. Zoo, cirque, animaux de rente détenus ensemble en groupe, il n'est pas dit que le sentiment que je ressens soit le sentiment unique et uniquement de cet animal-là. L'animal peut être le transmetteur d'un sentiment de tristesse qui peut être celui des cavaliers qui s'occupent de lui ou du soigneur qui s'occupe de lui, hein, si je pense au cheval, mais qui peuvent être aussi d'un événement qui s'est passé dans le cirque, d'un autre animal avec lequel ce cheval est en contact dans le cirque et qui lui est en souffrance. Et en fait, les animaux, c'est comme les humains. Il y a des animaux et des humains qui sont éponges. Il y a des fois, ça doit vous arriver, et ça arrive surtout aux gens qui sont hypersensibles, où des fois, vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez, les jeunes, ils disent ça, le seum. Vous êtes vraiment, vous savez pas, ça va pas, il n'y a pas le moral. Mais en réalité, si vous analysez votre vie, il n'y a pas eu un événement ou quelque chose qui explique cela. Mais peut-être que vous avez vu quelque chose à la télévision ou bien que vous avez été, je sais pas, dans une foule, un magasin et que vous avez pompé ce qui se passait. Les animaux, quand ils vivent en groupe, en grand groupe, dans en plus des conditions qui sont stressantes, parce que même si les animaux de cirque sont des animaux qui ont l'habitude d'être transportés, etc., ça reste un stress, hein.
même s'ils ont l'habitude, eh ben, il en va de même pour les animaux de rente. Parfois, il y a des animaux plus éponges que les autres. Donc, comme on ne peut pas intervenir et qu'on n'a pas l'autorisation de la personne propriétaire, si je reprends le cheval de Sarah qui est au cirque, on ne va pas aller demander au cavalier si on peut parler avec lui et lui restituer quelque chose dont en plus il n'est pas demandeur et si ça se trouve qu'il n'y croit pas, etc., etc. On ne peut pas être invasif comme ça. Mais ce que vous pouvez, c'est faire une espèce de distribution d'amour. Alors, ça va vous faire rire, mais je vous partage mon petit truc à moi. Alors, mon petit truc, c'est ce que j'appelle les barbapapas. C'est-à-dire que quand je suis face à un groupe d'animaux qui sont tristes ou que je ressens de la tristesse, mais je ne sais pas qui, quoi, ce qui se passe et je ne peux pas faire grand-chose, en fait, je crée dans mon imagination une énorme barbe à papa, vous voyez, en sucre comme ça, rose, et puis, j'imagine que je distribue, vous savez, c'est très plumeux comme ça, et que je distribue, et là-dedans, il y a tout l'amour que je porte au monde animal, toute ma compassion, et je distribue à tout le monde. Et ça devient comme une espèce de nuage barbe à papa. Vous pouvez utiliser d'autres images, hein. Ça, c'est mon histoire, c'est comment je construis et je crée des choses. Mais ce que vous allez faire est valable aussi, c'est l'intention que vous y mettez. Et en fait, je distribue, voilà, ces distributions de barbe à papa à tous les animaux. Et là-dedans, je mets aussi de la joie, de l'espoir, parce que on a tous des choses difficiles à traverser sur cette terre. Les animaux comme nous, les végétaux aussi, hein, ce sera peut-être un autre sujet une fois, mais on a des choses à traverser qui sont liées à ce qu'on vit dans la matière. Et ben, parfois, personne ne peut rien pour nous. Dans notre quotidien à nous, hein, de tous les jours, en tant qu'humains, c'est la même chose pour les animaux. Mais si quelqu'un euh, est à côté de nous et nous amène une énergie d'espoir, une énergie de joie, une énergie d'étincelle d'espoir, de bonheur, d'amour, d'amitié, et voilà. Toutes ces choses-là, ça va pouvoir nous aider à traverser les épreuves que l'on vit de manière moins difficile. Et c'est ce que je fais en fait, que ce soit avec les humains ou avec les animaux. On peut envoyer des papillons, enfin, laissez aller votre imagination. Encore une fois, ça doit toujours venir du cœur. L'important, c'est que ça soit votre cœur qui manifeste les choses et pas votre mental. Et l'animal le reçoit toujours. Donc voilà, j'ai répondu du coup à Evelyne et Sarah en même temps. Est-ce que, je ne sais pas si elles sont là l'une et l'autre. Oui, moi je suis là, Sarah, je suis là. Salut Sarah. Bah, je te remercie pour la réponse. Et c'est drôle ce que tu parles des barbes à papa. À la fin, on est allé manger une barbe à papa. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est en fait, à ce moment-là, l'émotion était tellement forte que ça a aussi été difficile de m'en détacher. Mhm. C'était long, en fait. La tristesse était tellement profonde que j'ai mis un bon moment à pouvoir m'en détacher. Et j'ai du mal à savoir comment faire, en fait, pour libérer ça aussi. Oui. Est-ce que tu as un conseil? Alors, je peux t'expliquer volontiers comment tu peux faire. Euh, Ce qui s'est passé certainement, c'est un transfert de tristesse. Peut-être que pour l'animal, la tristesse qu'il portait, et à mon avis, ce n'était pas que la sienne, hein, était trop lourde pour lui et il a trouvé un support, une éponge humaine pour pouvoir faire les vases communicants. Donc, tu lui as fait du bien, assurément, parce que tu l'as délesté d'un certain poids, assurément aussi, malgré toi, si tu veux. Ce que tu peux faire lorsque tu es impacté, que ce soit par des humains ou des animaux, c'est juste prendre un peu de recul, c'est-à-dire te mettre dans un coin, et puis faire semblant de te nettoyer en mettant l'intention que toutes les choses que tu as captées et qui ne sont pas, qui ne t'appartiennent pas, puissent retourner à la terre pour être à nouveau retravaillées et modifiées, réharmonisées et tout ça. Et donc, tu peux faire comme si tu prenais ta douche, hein, en vraiment en frottant ton corps de la tête aux pieds, jusqu'en bas sous tes pieds, en faisant bien au-dessus de ta tête et sur tous les côtés. Et tu dis, voilà, je remets à la terre toutes les choses que j'ai captées et qui ne m'appartiennent pas. Et je remets à la terre dans l'intention que ça puisse être transformé et restitué sous forme de joie, d'harmonie, de paix, si des êtres en ont besoin. Donc, cette technique-là, elle est
très chouette à faire et elle fonctionne bien quand on prend conscience qu'on a ramassé, entre guillemets, des choses qui ne nous appartiennent pas et puis qu'on le fait, disons, dans les 2, 3 heures qui suivent parce que là, tu nettoies ton aura, en fait. Parce que ça Mhm. sort juste au niveau de cet espace énergétique. Après, si on ne réalise pas, puis qu'on se laisse aller, par exemple, à des nostalgies pendant trop longtemps qui ne nous appartiennent pas, il y a d'autres techniques. Il va falloir voir individuellement pour chacun parce que plus le temps passe par rapport à ce mal-être, plus il a tendance à rentrer à l'intérieur de nous. Donc, vrai, il va falloir faire du nettoyage plus profond. Ouais. Et puis d'autre part, je voulais aussi te poser la question parce qu'en fait, j'ai remarqué que souvent, quand je capte quelque chose d'un animal ou souvent aussi des enfants ou même des adultes, c'est Mhm. souvent la tristesse. Ouais. Et est-ce que c'est parce que ça résonne, peut-être, c'est peut-être une émotion qui résonne plus avec moi ou j'arrive pas à comprendre pourquoi c'est souvent la tristesse que je capte en fait. Qu'est-ce que tu en penses déjà par rapport à l'émotion de la tristesse? Est-ce que c'est quelque chose qui effectivement résonne plus avec toi ou pas? Je sais pas parce que moi j'ai pas l'impression d'être quelqu'un de triste, mais peut-être que j'ai quelque part quelque chose d'enfoui, j'en sais rien, parce que c'est quand même assez surprenant que c'est quand même ça qui me vient souvent en fait en premier lieu. Mhm. Plus que par exemple de la colère ou l'anxiété, ça peut arriver aussi, mais c'est souvent en contact physique avec un animal, ce que je perçois en premier souvent c'est la tristesse. Mhm. J'arrive pas trop à l'expliquer en fait. Alors certainement qu'il y a un effet miroir hein, par rapport à ce que tu ressens et cette sensibilité par rapport à la tristesse plus que par rapport à d'autres émotions. En règle générale, l'humain est plus sensible aux émotions négatives qu'aux émotions positives. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. Hein. On retient mieux des sentiments qui sont de peur, de tristesse, d'angoisse que des sentiments de joie. Sentiments de joie, il faut le cultiver tout le temps pour le vivre et s'en souvenir, alors que la tristesse, elle peut nous accompagner toute seule, en autonomie totale, sans qu'on ait besoin de la cultiver. Mais effectivement, il y a certainement quelque chose qui est en lien avec toi et qui résonne. La tristesse, c'est aussi en médecine chinoise, alors c'est le poumon. En médecine chinoise, ça veut dire que si dans la vie, votre poumon est un peu faible parce que vous avez une pathologie pulmonaire, alors sûrement et assurément que vous allez ressentir plus facilement la tristesse. Et puis, la signification de l'élément poumon, enfin de l'organe poumon, lié à l'élément métal d'ailleurs, en médecine chinoise, c'est quelque chose que j'ai perdu. Donc la tristesse, en fait, elle réfère souvent à une notion de perte, qui peut être la perte, la mort, ou la perte, la disparition de. Et Mhm. quand, enfin, l'expérience que j'ai avec les chevaux, par exemple, quand on voit ce que les chevaux, et ça aussi je le ferais très différemment aujourd'hui, si j'avais à nouveau des chevaux dans ma vie, enfin j'ai d'ailleurs fait différemment ces dernières années quand j'en avais encore, mais quand on voit le nombre de fois dans la vie d'un cheval, ou un cheval de compagnie, un de loisir, le nombre d'endroits qu'il change sur 25 ou 30 années de vie, le nombre de déménagements qu'il fait, est souvent pas justifié. C'est-à-dire souvent parce que soit c'est par confort pour le propriétaire, le cavalier, soit c'est parce que le cavalier, il a décidé que non, non, ça n'allait pas parce qu'il y a ci ou il y a ça, alors que du point de vue du cheval, il y a peut-être des détails qui dérangent le cavalier, mais pas le cheval. Mais quand on voit le nombre de fois où les chevaux doivent déménager et donc à chaque fois perdre des copains ou des copines, le cheval, je dis cheval, âne, poney, hein, les équidés, ces animaux extrêmement grégaires, ben, on leur fait subir des pertes tout le temps, tout au long de leur vie. Et ça, c'est terrible. Et la tristesse, je trouve, chez beaucoup de chevaux est présente. Et quand tu leur demandes, mais c'est qui que t'as perdu et qu'est-ce qui se passe pour toi? Et ils évoquent des fois des copains où ils étaient très liés, mais il y a très longtemps. Ça m'est arrivé avec un cheval qui avait plus de 20 ans, qui évoque un copain, il décrit très bien, il décrit ce qu'il faisait avec le copain, l'endroit où il était, et ça, c'était 10 ans en arrière. Et ça a été un déchirement, et 10 ans plus tard, il y pense encore. Donc voilà, à réfléchir, hein, si vous avez des chevaux, avant de décider de changer tout parce qu'il y en a marre, parce que si, parce que ça, parce que... Mais d'abord de vous demander qu'est-ce qui est prioritaire par rapport aux liens qui sont tissés et à la perte.
Donc voilà, c'est pour ça que pour ce cheval-là, n'ayant pas parlé avec lui, il y a beaucoup d'hypothèses qui sont possibles. Ouais, alors ce que ma fille a entendu, c'est je suis obligée de rester là. Oui, peut-être. Après, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'elle a amené des éléments de validation? Vous J'en voyez, sais rien. Ouais, le problème, c'est que c'est toute la complexité de la communication intuitive. C'est que si vous amenez pas des éléments de validation concrets sur des choses que vous pouvez valider avec le propriétaire de l'animal, tout le reste, ça peut être de la sculpture de nuage. Parce bien que sûr. vous Ouais. êtes sûr que vous avez entendu un truc. Alors, je ne dis pas que ta fille a menti, de loin pas, mais on peut être certain d'avoir entendu un truc qui n'est pas à nous, mais en fait, ça peut être de la sculpture de nuage. Parce que tant que je n'ai pas la preuve que j'étais bien avec le bon animal au bon moment, au bon endroit, ben, je n'ai pas de garantie que ce qui est issu de mon intuition, et l'intuition est liée à l'imagination, hein, ça se passe au même endroit, au niveau neurochimique, eh ben, je ne suis pas certaine que c'est pas moi qui en ai parlé ou enfin, c'est pas moi qui l'ai créé, en fait. Ouais, tout à fait. Voilà. En tout cas, Merci, je te remercie beaucoup pour tes réponses. je t'en prie, merci. Quelqu'un d'autre qui voulait réagir par rapport à ce sujet de qu'est-ce qu'on fait quand les animaux sont pas bien Oui, Isabelle. Oui, parce que moi, ça me fait penser à potentiellement, effectivement, par rapport à ce que tu disais sur cette structure de nuages. Moi, je me demande des fois Couleur si de j'ai pas nuage. une tendance anthropologique à projeter des souffrances de ma propre enfance sur les souffrances de l'animal. Par exemple, sur la première question de l'abandon, enfin, c'est de projeter sur l'abandon la souffrance d'être abandonné, par exemple, qui peut être un truc vécu pour moi. Et en fait, je peux facilement le projeter sur l'animal par rapport à la souffrance qu'il a d'être abandonné. Et vu ce que tu as dit tout à l'heure sur l'égrégore qu'on peut créer à ce moment-là dans toute la souffrance et donc de lui rajouter en gros presque de la souffrance avec sa propre souffrance à soi, Tout à fait. est-ce que là, ton conseil, ça serait bah, l'équivalent de la barbe à papa, plutôt que plutôt que de projeter ça, parce que là, c'est difficile hein, quand c'est de bien distinguer les deux enfin, dans cette projection-là. Est-ce que ça serait suffisant ou est-ce que tu as un autre conseil pour valider que c'est soi et de pas de projeter sa propre souffrance sur l'animal, quoi? Parce que c'est pareil sur le cirque ou sur autre chose, enfin, par rapport à tout ce que tu viens de dire. Oui. Mais pour pas vouloir projeter sa propre souffrance sur l'autre, qu'il soit animal ou humain, il faudrait Hum, qu'on soit déshumanisé. Ou qu'on soit alexithymique, c'est-à-dire qu'on n'ait pas de sentiments, qu'on n'ait pas d'émotions. Donc, il y a toujours une part de hum, projection. Mais si on accompagne cette part de projection d'une grosse dose d'amour sous forme de papillon, de barbe papa ou que sais-je, hum, alors ça va compenser et contrebalancer tout ça. Ça va permettre en fait à l'animal ou à l'humain, hein, parce qu'il y a aussi toutes les souffrances qu'on voit, on est arrosé toute la journée par des tas d'informations, ça va permettre aux humains, aux animaux, aux vivants, de recevoir une énergie positive qui va contrebalancer toutes les énergies hum, de rage ou de révolte qu'il peut y avoir. Ok. C'est dans cette idée-là. Et il y a Caroline qui disait en quoi consiste la prière Ho'oponopono. Alors c'est Ho'oponopono avec H si jamais. Ça consiste à dire je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et la prière Ho'oponopono, je vous invite à aller regarder son histoire. Je ne vais pas prendre du temps pour ça ici aujourd'hui, mais c'est une prière universelle qui a fait ses preuves et qui a montré que quand je change d'attitude vis-à-vis de quelqu'un, alors ce quelqu'un automatiquement est influencé et reçoit pardonne-moi, je suis désolé, je t'aime, merci, dans un sens ou dans un autre. Donc voilà, pour répondre à la question Ho'oponopono. Je passe à la question suivante. Abigail, tu dis, lors de communication animale, j'ai des informations sur des événements ou émotions ou souvenirs. Je sens si ces moments sont récents ou plus anciens, mais je ne pourrais pas dire si c'est il y a 3 jours ou 10 ans. Est-ce que ça vient avec l'expérience ou est-ce que ce sera toujours comme ça?
Alors, là, je ne sais pas si ça sera toujours comme ça ou pas. Ce que je sais, c'est que lorsque l'on a des informations qui concernent des souvenirs des animaux, il y a une distorsion au niveau du temps. Parce que lorsque je communique d'âme à âme avec un animal et que j'ai ce genre d'informations, je communique sur un autre plan, sur un plan ou un espace où le temps n'existe pas. Donc, ce que je peux par contre dire à l'humain, c'est l'animal me parle de telle ou telle chose, il me semble que c'était ancien, j'ai pas l'impression que c'est maintenant. Mais de dater précisément 3 jours, 3 ans ou 3 mois, en tout cas, moi, j'y arrive jamais précisément, mais je peux dire dans mon ressenti si c'est quelque chose d'actuel ou de passé. Mais il y a aussi des fois où je ne sais pas, où je dis, voilà, il y a quelque chose qui est important, ça m'arrive de dire, ah, mais vraiment, votre animal, il aimerait pouvoir sortir, grimper aux arbres, c'est super important pour lui. Et la dame me dit, mais bah là, on vient de déménager il y a 15 jours, et puis, ou 3 semaines, et puis bah, maintenant, on est dans un appartement où il peut le faire. Donc, j'entends à ce moment-là que l'animal n'est pas en train de se plaindre qu'il ne peut pas le faire, mais qu'il est en train de dire que c'est quelque chose qu'il veut conserver. Mais ces petites notions-là, vous ne les savez pas toujours parce que l'animal, il ne vous parle pas forcément avec une notion du chronos, c'est-à-dire du temps qui s'écoule. L'animal vivant plutôt dans l'instant présent, ce qui est important, c'est ce qui est ici maintenant. Mais il peut faire part de choses passées. Par exemple, il peut parler d'un endroit où il aimait bien habiter. Mais ça sera compliqué de savoir si c'était il y a 2 ans, 10 ans. Je reprends l'exemple du cheval qui parlait de son copain, là dont je parlais tout à l'heure. Eh ben, c'est la propriétaire qui m'a dit, ah, mais c'était il y a 10 ans. Donc, moi, j'avais pas la notion, j'avais la notion passée, mais pas la notion du temps. Puis, j'ai envie de dire, c'est pas très important d'avoir la date exacte. Mais ça permet de situer les choses pour l'animal et de valider aussi ce qu'il nous dit avec son propriétaire, son humain. Alors, je ne sais pas si Abigail est là et qu'elle avait une question encore par rapport à ça. Non. Alors, j'ai encore 3 questions. Il y a Julie. Une amie kinésiologue m'a demandé de réaliser une communication assez particulière. Un chiot braque hongrois a été volé à son propriétaire en mars 2024. L'éleveuse a cru reconnaître ce chiot aujourd'hui jeune adulte sur une annonce de Pet Alert. Cette éleveuse demande à mon amie et moi-même de réaliser une communication pour savoir s'il s'agit bien du chiot volé. Alors Julie dit, la démarche me dérange un peu. Quelle posture adopter face à une telle demande? Car poser la question fermée au chien, oui ou non, revient à avoir une chance ou un risque sur deux de se tromper. Obtenir des éléments que pourrait valider l'éleveuse en demandant au chien des infos sur son premier lot de vie, sa personnalité, ses habitudes de vie, etc. Est-ce que ça serait un moyen? Là encore, le risque de faire des erreurs existe. Et après, est-ce bien lui? Ma réaction spontanée serait que l'éleveuse et le propriétaire entament des démarches pour essayer d'identifier le chien, test ADN possible par exemple. Bref, dans ces cas-là, une communication ne me semble pas pertinente. J'aimerais avoir ta vision des choses. Alors, pour moi aussi, toutes ces interventions que l'on pourrait faire de manière interposée par rapport à une histoire scabreuse où dans l'histoire il y a un propriétaire qui dit s'être fait voler un chien. Alors, je ne dis pas que c'est pas vrai, mais est-ce qu'il en a toutes les preuves? Une éleveuse qui pense reconnaître le chiot alors qu'il était chiot en mars 2024, puis quelques mois après, bah, il peut changer pas mal. Enfin, tout ça, ça me semble très alambiqué. Et là, de nouveau, ce qui va rentrer en ligne de compte, c'est vos valeurs et votre éthique. Je peux te répondre, Julie, qu'à un niveau personnel, moi, j'entre pas dans ces trucs-là. Parce que j'ai pas envie de rentrer dans des histoires humaines dont je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Parce que d'abord, j'ai pas envie de faire les enquêtrices de service. C'est à la justice de faire ça. S'il y a eu vol, c'est à la police d'enquêter. Et pour moi, clairement, si ce chiot a été reconnu sur Pet Alert, alors le travail du propriétaire de ce chien, c'est d'aller alerter les services publics, où normalement il y a une main courante qui a été déposée pour vol, en disant ce chien, il est là sur Pet Alert chez telle personne, et de laisser la justice s'en occuper. Il en va de même pour les demandes, et je profite de rebondir là-dessus, sur les demandes que j'ai pu avoir dans ma vie concernant une intervention suite à des incendies.
on m'a demandé à plusieurs reprises de demander aux chiens de la ferme qui avaient survécu à l'incendie de pouvoir définir qui avait mis le feu à la ferme parce que les propriétaires étaient persuadés que c'était des règlements de compte ou des incendies volontaires. Et là, j'ai eu la même réponse, que j'allais pas entrer dans ce genre de choses. D'abord parce que le risque, vous imaginez, le risque de décrire quelqu'un qui, au fait, est dans l'entourage du chien, mais qui n'est pas forcément celui qui a mis le feu, parce qu'un chien, un animal, quel qu'il soit, ou un chat, peu importe, hein, ou peu importe l'animal, mais il n'a pas de notion que mettre le feu égale danger. Enfin, l'acte de vandalisme ou intentionnel de mettre le feu, l'acte criminel, c'est une intention qui dépasse complètement le monde animal. Les animaux, ils font pas des choses avec une intention de nuire. Ça, c'est une grande capacité qu'a l'humain. Mais le monde animal, il l'a pas, hein. Donc, en fait, vous ne pouvez pas déjà demander à l'animal d'être sur cette fréquence de compréhension. Et puis, qu'est-ce qui fait l'animal, le chien, de cette information? Quand bien même il décrit quelqu'un qui était peut-être autour de la ferme, c'est peut-être quelqu'un qui a donné l'alerte, quelqu'un qui a commencé à essayer de sortir les animaux. Enfin, je ne sais pas, il y a mille et une possibilités de se tromper. Et encore une fois, la communication animale intuitive, elle ne doit pas servir l'humain, elle doit servir l'animal. Et dans cette situation-là, celui qui est en souffrance, c'est le chien et les animaux rescapés et les animaux décédés. Donc, ce que je dis chaque fois aux gens, je dis non, je ne fais pas ça, vous laissez à la justice faire son travail, chacun son rôle. Par contre, votre chien est en souffrance, ça c'est certain, parce que son rôle c'était de garder la ferme, il a vu ses animaux, ses copains animaux mourir, il n'a rien pu faire, il s'est retrouvé face à cette impuissance. Donc moi, gratuitement, je ne vous fais rien payer du tout, je souhaiterais pouvoir parler à votre chien, parler aux animaux rescapés et parler aux animaux défunts pour pouvoir faire en sorte de créer une espèce, une forme de paix par rapport à tout ce qui s'est passé et d'entendre les rescapés qui vont devoir vivre avec ces images-là, plutôt que de vouloir jouer les policiers de service pour savoir qui a fait quoi. Voilà, ça c'est ma position d'un point de vue éthique et aussi d'un point de vue légal, parce que, en plus, même si vous décriviez quelqu'un, non seulement vous risquez de vous tromper, mais en plus, d'un point de vue légal, c'est pas recevable. Mais dans cette histoire-là, on sert les humains et leurs besoins de vengeance aussi, parce qu'il y a ça derrière, hein, ben, alors qu'on oublie les animaux et leurs souffrances. Donc moi, je suis au service des animaux. La justice, bah, c'est une histoire pour les humains. Moi, je m'intéresse à la souffrance animale et à ce qu'ils vivent au quotidien. Est-ce que Julie, si tu es là, euh, ça répond à ta demande? Comme je vois pas tout le monde, pas de Julie. Est-ce que vous, vous aimeriez rebondir là-dessus ou poser des questions par rapport à ça? Non. Ok, je continue. Ah oui, la suite de l'histoire du chiot, c'est que finalement, euh, l'annonce, Julie me dit, pour info, le jeune chien de l'annonce n'est pas le chiot volé, donc j'ai pas eu besoin de faire de communication. Ah ben, de toute façon, peut-être que tu l'aurais pas fait du tout. Isabelle, avant-dernière question. Lors de la conférence du 2 octobre sur la fin de vie des animaux, donc ça, c'est une conférence que j'ai donnée dans le cadre de Conférence Québec sur un opus de 4 rencontres où nous étions invités, nous sommes invités parce que c'est pas terminé encore, nous sommes invités ici durant le mois d'octobre par Sylvie Ouellette pour parler de la mort. J'avais cet opus autour de la mort chez l'animal et comment laisser partir son animal. Et donc Isabelle se réfère à ce séminaire-là, enfin à cette conférence, en disant, j'avais une question sur le délai pour communiquer avec un animal décédé. À travers les autres questions-réponses, j'ai compris qu'on pouvait communiquer à tout moment, mais ma demande c'est plutôt d'avoir ton avis. Pourquoi, durant les 4 jours qui suivent le départ de l'animal, je me sens très inconfortable, pas à l'aise, et pour moi, je préfère communiquer avec eux quand ils sont arrivés. C'est la même Isabelle de tout à l'heure qui pose la question? Oui, d'accord. Ok.
Donc, je vais peut-être te répondre, puis si jamais tu Mhm. compléteras. En fait, les animaux, lorsqu'ils s'en vont, ils n'ont pas, donc ils décèdent, hein, il n'y a pas un délai, il y a un délai, on va dire, général de désincarcération, de sortie du corps, en fait. Hein. Ouais, c'est une forme de désincarcération, d'ailleurs, du corps physique, qui prend entre, on dit, 3 et 10 jours, suivant les circonstances de l'animal, de la mort de l'animal, et suivant aussi si l'animal sait qu'il est mort ou pas. Alors, je répète, j'arrête pas de le répéter, mais la mort, c'est un rêve dont on ne revient pas et c'est important que vous disiez à votre animal qu'il est décédé parce qu'il ne le sait pas forcément, comme les humains d'ailleurs. Ça aide vraiment au travail de décorporation, au travail de libération de l'âme du corps physique. Et il est possible qu'effectivement, surtout si c'est tes animaux ou si tu as beaucoup d'empathie envers le monde animal et pas forcément toujours de limites claires, hein, Isabelle, entre le monde animal et toi, il est possible qu'effectivement tu ressentes des choses très fortes ou peut-être que tu vis des choses inconfortables, tu nous diras tout à l'heure pendant ce moment où l'animal sort de lui et où l'âme animale se détache du plan terrestre et qui peut prendre 3 à 10 jours, généralement pas plus, alors que pour l'âme humaine, ça peut être plus long. Mais on peut effectivement avoir cet inconfort-là parce qu'on est face à un animal qui est en train de faire un effort pour quitter vraiment tous ses liens avec le plan physique. Et les animaux sont des êtres en principe très incarnés, souvent plus que nous, et qui aiment la vie, souvent plus que nous, et qui donc doivent faire cet effort de quitter la planète Terre. Donc, si tu n'es pas confortable avec ça, effectivement, attends un peu. Moi, je dis dans mes livres aux gens, parce que les livres que j'ai écrits autour de la mort, ça s'adresse aux personnes, aux adoptants, aux humains qui ont des animaux en fin de vie et des animaux décédés. Quand je leur dis ne demandez pas une communication animale tout de suite, c'est parce que la plupart du temps, les gens veulent savoir si leur animal va revenir. Et puis l'animal, dans l'immédiateté après le décès, d'abord, il ne sait pas, puis il a d'autres choses à faire, j'ai envie de dire. Hein. C'est comme si vous partiez en vacances, et puis pour une durée indéterminée, puis qu'on vous demande déjà quand vous revenez. Vous voyez, partez déjà, et puis après, on verra quand vous revenez. Et donc, moi, je dis ça aux gens parce que il y a aussi tout le processus de deuil que doivent faire les humains face à la disparition de leur animal. Et ça peut prendre un certain temps. C'est pour ça que je propose de contacter l'âme animale dans les minimum 40 jours, 2 mois. Des fois, les gens, d'ailleurs, n'ont plus la nécessité de communiquer avec leur animal parce que pour eux, c'est OK. Quand ils ont encore la nécessité qu'ils font des demandes de communication animale, même plusieurs années après, c'est parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et ça, il faut écouter l'humain. L'animal, lui, généralement, il va bien, voire il est peut-être même déjà réincarné. Mais l'humain, lui, il est en souffrance par rapport à la disparition de l'animal. Est-ce que ça répond à ta question, Isabelle, et est-ce que tu veux compléter, vu que tu es là? Bah, en fait, c'était par rapport à la sensation, mais oui, je pense que Euh, mais c'est parce que ça m'est arrivé une fois où, enfin, et après j'ai arrêté parce que je suis très inconfort. J'avais le sentiment de vitesse et de voyage. Enfin, dans mon imaginaire, c'était comme si on était euh, dans l'intersidéral. Et en fait, là, si tu veux, la question, c'était quel était son message par rapport à sa maîtresse. Mais c'était pas, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de quand il revient, etc. Mais Mais j'étais dans un tel inconfort que maintenant, enfin, quand ça arrive, je dis, bah, quand vous êtes arrivé, vous passez me voir. C'est comme ça, j'ai plus cette sensation-là. Mais je me suis interrogée sur, c'est quoi ce truc qui me met mal à l'aise? Mais c'est peut-être effectivement le fait qu'il est en train de se décorporaliser, quoi. C'est peut-être ça qui me met mal à l'aise. Mm. Voilà. Donc, merci. Et comme tu dis très bien tout à l'heure, hein, par rapport à l'histoire de la projection, Hmm. cette difficulté de prendre de la distance, quand on est très empathique, on a souvent au début et même après, ça ne veut pas dire qu'on est moins empathique, mais on apprend à se protéger de certaines choses pour pas être impacté non plus tout le temps physiquement, parce que
non seulement ça te met mal à l'aise, mais ça t'impacte aussi parce que quand tu es en contact avec un être qui se décorpore, il y a une partie de toi qui se dissocie aussi, énergétiquement Mm. parlant. Donc après, il faut récupérer des pièces du puzzle de toi-même, hein. Il va falloir voilà, tirer les fils à nouveau vers toi parce que sinon, tu peux aussi avoir une impression de flotter. Donc ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir, disons, maintenant que tu peux identifier, et puis d'office dire, écoutez, voilà, moi je travaille comme ça, Ouais. je ne communique pas tout de suite après le Mm. décès. Si vous êtes d'accord, on prend rendez-vous dans un mois, tu vois. Ça, c'est tout à fait OK pour moi. Ok, bah merci. Te respecte-toi dans ton fonctionnement. Ah oui, non, mais de toute façon, j'ai pas recommencé, hein, parce que là, j'ai senti que C'est pas bien. oui, et puis, je sais pas, c'est comme si moi, j'étais pas bien, lui, il était en voyage ou je sais pas, enfin, il faisait ses affaires, et on n'était pas, moi, il faut que ça soit stable, quoi. Enfin, voilà, faut que j'ai un espace stable pour moi, pour lui, et là, et je sais pas pourquoi il y a cette histoire de 4 jours, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois. Et, Oui, euh, et donc, en fait, 4 jours, où il se présente de toute façon. Comme je lui dis, bah, ton tu rythme à passes me toi. voir. Voilà, tu passes me voir quand tu es arrivé, enfin, entre guillemets, je sais pas trop ce que ça veut dire arriver, mais C'est ça. et puis voilà, puis après, ça se passe bien. Bon, ok, merci. Alors, c'est ton rythme à toi, hein, et en fait, si tu veux, Oui, l'âme animale, mm, elle se calque sur ton rythme, elle respecte ton ouais, rythme. Et ouais, du c'est coup, ça. le mois de novembre à venir, là, je vais sur le canal Telegram et les autres canaux de diffusion, je vais consacrer vraiment tout le mois de novembre à, à parler de la mort et de la mort chez l'animal, du voyage de l'âme et toutes ces choses-là. Je ferai un live qui est prévu, je ne sais plus quand, en novembre. Je vous dirai tout à l'heure, il faut que je prenne mon calendrier. Je ferai un live qui sera consacré vraiment aux questions autour de la mort parce que durant le mois de novembre, j'ai la chance d'être invitée à un congrès qui s'appelle Voyage de l'âme à Aix-en-Provence, qui est un congrès international où on est plusieurs intervenants et on intervient dans nos domaines de compétences par rapport à l'âme animale pour ma part, puisque je serai la seule intervenante sur l'âme animale et les autres intervenants parleront du voyage de l'âme humaine. Vous trouvez ça, les infos sur le calendrier de l'école de la conscience, si vous voulez voir le programme déjà. Et puis, avec Sylvie Ouellette, dans ce cadre-là, on organise une retraite sur la connexion avec les âmes animales et humaines qui s'adresse à des gens, vous avez peut-être vu passer l'info, qui s'adresse à des gens qui sont encore en deuil ou en difficulté face à leurs animaux. Alors, ce n'est pas une formation pour les communicateurs animaliers qui souhaiteraient apprendre à communiquer avec les défunts. Ça, c'est une formation qui est à venir tout bientôt et dont je vais vous parler d'ici peu. Mais ça s'adressera aux communicateurs animaliers qui communiquent déjà ou qui ont déjà fait des formations en communication animale. Par contre, par rapport à l'âme animale et aux âmes humaines, l'idée, c'est de permettre à des gens, ça c'est la retraite de fin novembre, de reconnecter avec tout ça. Parce qu'il y a énormément de gens qui ont de la difficulté à accepter la mort d'un proche ou d'un animal. Et ça les coince, non pas les défunts, mais ça les coince dans leur vie et leur quotidien. Et de pouvoir revivre le sentiment, et c'est à ça qu'on va s'appliquer, Sylvie et moi, c'est de vous faire revivre le sentiment de comment c'est quand finalement je ressens dans mon cœur que mon animal est toujours là, même si je ne le revois pas. Et ça, c'est très aidant pour les gens qui sont en difficulté par rapport à l'acceptation du décès. Donc voilà, c'était petit aparté pour vous dire que vous allez avoir, vous pourrez me poser plein de questions là autour sur le sujet de la mort et de l'âme animale et de l'accompagnement de fin de vie. Ce sera le mois de novembre qui va être consacré à ça et le prochain live. Et j'ai une dernière question qui est celle de Caro, après je passerai en direct, qui a une question éthique par rapport à la communication animale intuitive. Lorsqu'un animal domestique nous fait part de douleur et qu'on sait qu'il a une pathologie, par exemple un cancer, qu'il nous en a parlé, qu'on sait que sa maîtresse ne veut pas entendre parler de communication animale car elle est la seule elle est seule, pardon, à penser qu'elle peut prendre soin de son animal, comment peux-tu faire comprendre, c'est-à-dire, bah, c'est arrivé à une amie à Caro, que il faut que l'animal puisse s'exprimer et dire ce qu'il a. Alors, j'ai l'impression que ça reprend un petit peu la notion
de maltraitance. Mais peut-être, Caro, si tu veux, vu que tu es là, si tu veux préciser pour que je sois bien sûre de bien avoir compris, puis pas redire des choses que j'ai déjà dit pour la situation par exemple, du cheval pour Sarah. Est-ce que tu veux juste repréciser? Merci. Ok, bonjour. Alors en fait, c'est l'histoire de Ness, qui est un petit bulldog français. Et puis on a découvert qu'elle avait, au Tirspital, qu'elle avait un cancer qui s'étendait de la colonne, donc qui montait vers la nuque et qui descendait de l'autre côté vers les pattes arrière. Je, Et, je- je t'interromps juste. J'aimerais que tu changes les noms et tout ça. ah pardon, alors il s'agit de... Parce qu'on est une sphère publique, hein, ça va être Oui, public. oui, c'est juste. Tu n'as pas l'autorisation de la propriétaire, donc j'aimerais que tu changes les noms et que tu donnes pas trop d'informations, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le diagnostic et tout ça. Ce qu'on a Ah, envie, c'est d'avoir ton vécu à toi, tu vois. Parce que, ok, de nouveau, on est sur une sphère publique, c'est publié à plusieurs milliers de vues, donc la propriétaire, si elle n'est pas au courant, c'est oui. OK pour moi. Donc, j'ai pas besoin d'avoir tout le descriptif, je veux juste que tu nous parles de ton vécu. Donc, c'est un chien qui est malade, OK? Et Voilà, et qui tout d'un coup m'a interpellée et m'a dit j'ai mal. OK. Enfin, que j'ai entendu dans ma tête. Et moi, j'étais un peu embêtée en essayant de lui dire, mais j'ai pas trop le droit de communiquer avec toi. Donc, Mhm. je vais essayer. Et donc, bah, moi, j'ai un peu noyé le poisson, on va dire, vers la propriétaire en disant, bah, ouais, elle a l'air un peu fatiguée, ta chienne. Ça fait longtemps que tu es allée chez la véto, elle a l'air d'avoir un peu mal. Et puis, bah, c'est une personne qui a un peu du mal à accepter que des gens lui disent que son chien va bien ou va pas bien, ou devrait faire ça ou devrait pas faire ça, ce que je peux comprendre aussi, hein, son point de vue. Et puis, bah, c'était difficile parce que comme, en principe, elle veut pas entendre parler de communication animale, que moi, j'entends un message, je me dis, qu'est-ce qui est le plus fidèle? C'est de dire à l'amie, écoute, ta chienne m'a parlé et puis elle m'a dit ça, tu me crois pas? Ou est-ce que c'est de dire, bah, je respecte son choix, elle veut rien savoir, donc je dis au chien, bah, je vais essayer de lui faire comprendre autrement, mais je peux pas lui dire que tu me l'as dit. C'était ça ma question. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Oui. Ben, on est de nouveau sur la problématique de l'éthique, hein. Sur le principe, ben, tu l'as testé, hein, ça ne sert à rien d'intervenir face à quelqu'un qui ne fait pas de demande, parce que tu interviens dans ses croyances, tu interviens dans sa sphère privée et ça peut susciter des réactions qui sont pas constructives, qui vont même à l'opposé de ce que tu souhaiterais. Tu peux dire à l'animal que si tu l'as entendu, effectivement, tu vas t'engager à tout faire pour transmettre le message et que tu lui envoies beaucoup d'amour et de soutien et de courage. Et ça, c'est toujours très utile pour lui. Maintenant, tu ne peux pas convaincre quelqu'un de faire quelque chose à son corps défendant parce que Mm. euh, dire à quelqu'un que son animal va pas bien ou se plaint, si ce quelqu'un le sait déjà, ça va engendrer plutôt une réaction de fermeture parce que la personne va se sentir confrontée à la mort potentielle de son animal. Et peut-être que son animal, il représente tellement de choses pour cette personne que c'est pas envisageable parce que je ne survivrai pas dans l'idée que mon animal puisse être malade et mourir. Il y a Mhm. tout un chemin que doit faire l'humain pour arriver à accepter l'idée que l'animal va peut-être décéder, et peut-être que l'animal décède avant que le chemin soit fait. Mais ça, c'est une histoire de d'âme à âme et de contrat d'âme entre l'animal et son propriétaire. Et je suis convaincue il y a jamais d'erreur. Sur un autre plan, plus spirituel, les choses sont justes. Parce que même si la personne ne réagit pas et ne fait pas tout son chemin avant le décès de son animal, récemment, il semble être atteint d'une maladie grave, donc il y a un décès potentiel dans un avenir Oh, proche. elle est plus là maintenant. Ah ben bon, voilà, donc elle est déjà partie. Mais tout ça, ça va engendrer un travail à l'intérieur du cœur de cette dame. Ah ben voilà, on a une à l'intérieur du cœur de cette dame. Et l'animal, il n'a pas ni perdu son temps, ni t'as pas fait mal les choses du moment que tu valides, que tu l'as entendu, et que tu vas faire ton possible, mais qu'à l'impossible, nul n'est tenu, et que tu lui envoies beaucoup de compassion, de courage et d'amour et de force. Mais le travail que l'âme a fait du vivant de l'animal continue à se faire une fois qu'il est décédé, puisque le lien ne se dissout jamais. C'est nous D'accord. qui avons des visions trop restrictives des choses,
et où on a l'impression que si on ne fait pas tout juste là, maintenant, dans cette vie-ci, c'est foutu. C'est juste. Or, sur une vision spirituelle des choses, que ce soit notre âme ou celle des animaux ou des plantes ou de la terre, en fait, on vit des parenthèses d'expérience dans une vie parmi plein d'autres vies. Et pour l'animal Mhm. aussi. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Donc, tu peux toujours lui faire tes excuses, te reconnecter à ce chien puisqu'il est décédé et lui dire, ben voilà, maintenant j'ai compris plein de choses. Et lui, il a peut-être eu dans sa mission d'âme le fait de te faire réfléchir à ça aussi, tu vois. Ok. Tu peux Mais le remercier. je vais attendre qu'elle s'envole parce qu'elle est partie il y a quelques semaines, donc je vais la laisser un peu Tu peux lui dire comme ça, hein, tu n'es même pas obligé de atterrir. Oui, connecter. oui, tout à fait. Mais voilà, je vais la laisser un peu faire son chemin et puis prendre le temps après. Voilà. Ok. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, la remercier pour ce qu'elle t'a apporté. Bien sûr, on Mhm. va faire de connexion parce qu'une fois l'animal décédé, il est toujours en lien avec son Ton humain, hein. aide. Donc, Ouais. on va pas faire plus de communication parce que c'est plus Parce éthique. qu'il est décédé. Non, non, bien sûr. Tu peux lui adresser maintenant parce qu'elle va recevoir ça et plus l'âme reçoit d'amour et plus l'âme reçoit de joie, plus en fait elle est légère et plus son chemin d'âme de l'autre côté est facile et extraordinaire. Et donc tu peux lui dire, bah, écoute, je te remercie vraiment pour ce que tu m'as appris parce que j'ai appris plein de choses avec ce petit échange parce que là elle est en train de t'apprendre la l'acceptation de l'impuissance de faire, mais de la puissance de l'être, en fait. D'accord. Être plutôt que faire. Eh oui. Ok, merci Ok, Caro. merci beaucoup. Ok, alors je vais reprendre vos questions sur le chat. Il y a Evelyne qui dit, donc j'ai fini les questions de Telegram, merci en tout cas pour celles qui me les avaient adressées. Evelyne me dit, quand tu dis que les animaux n'ont pas l'intention de nuire, qu'en est-il des animaux qui sont agressifs quand ils n'ont pas été dressés à l'attaque? Alors, d'abord, les animaux qui sont dressés à l'attaque, c'est un jeu pour eux, hein. Les animaux qui vont au mordant, je pense au Malinois, c'est souvent ce chien-là. Lui, il voit pas ça comme quelque chose d'agressif. C'est un jeu. D'ailleurs, soit une récompense, etc. C'est l'humain qui utilise une nature très énergique, notamment chez ce genre de chien, comme le Malinois, et qui, pour lui, c'est un jeu de sauter sur un mannequin et de le choper, etc. Les animaux, ils n'ont pas d'intention de nuire sciemment parce que pour avoir l'intention de nuire, ça nécessite dans notre psyché et notamment dans notre cerveau, notre néocortex, le cerveau les matières grises, hein, celle de l'intelligence, de créer un scénario avec des conséquences possibles, positives ou négatives d'ailleurs, de l'acte qu'on va poser. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas parce que les animaux, à part certains grands singes et des dauphins, n'ont pas de néocortex. Donc déjà, tout cet alambicage de réflexion, il n'existe pas. L'animal qui est agressif, c'est toujours pour se défendre lui-même, et c'est de la légitime défense. Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans les écuries. Ça m'est arrivé il y a quelques années de croiser un rat et le rat, lui, il s'est retrouvé coincé sous la mangeoire du cheval. Et moi, je lui ai dit avec toutes les bonnes intentions du monde, mais je vais rien te faire, mais j'aimerais bien que tu sortes de là. Et le rat, lui, il a dit, mais ça n'a pas été assez vite dans la compréhension pour moi. T'es un peu trop près de moi, ça va pas se passer comme ça. Et effectivement, il m'a sauté dessus. Alors, j'ai eu la chance, il m'a pas mordu, mais ça lui a permis, bah moi, ça m'a permis de faire deux pas en arrière et lui de se déplacer. Donc, les animaux, ils vont se défendre, ils vont réagir agressivement par rapport à la peur, toujours. Donc, ce qui suscite l'agressivité chez les animaux, c'est l'émotion de la peur. Pas systématiquement, hein. Ça peut aussi être, un animal peut, face à la peur, peut être complètement contrit comme ça et se terrer dans un coin, ou il peut être en réaction. Mais il n'a pas l'intention de nuire volontairement. Alors là, j'entends les gens qui vont me dire, oui, mais il y a des histoires d'éléphants qui se sont vengés de leur cornac des années après. En fait, ils ne se vengent pas, ça c'est une notion humaine. En fait, ils réagissent au moment où ils ont le droit de réagir à quelque chose qui a été agressant pour eux. Et comme ils ont une super mémoire, ben, ils règlent leur compte au moment où ils peuvent le régler, ils n'avaient pas pu le faire à un moment donné. Mais l'animal, il n'est jamais agressif dans une idée volontaire de nuire.
Donc, vous n'avez jamais vu un serpent qui vous attend au coin du bois pour vous sauter dessus pour vous mordre. Pas plus que un chien qui est errant, si vous ne le côtoyez pas et que vous lui laissez sa distance de vie, il ne va pas vous attaquer, hein. Donc, c'est vraiment une réaction à quelque chose. Ça répond pour toi, Evelyne, à la question? Ça est clair? Oui, super clair. Merci beaucoup, Fabienne. T'en prie. En fait, on fait beaucoup d'anthropomorphisme, c'est-à-dire on prête souvent aux animaux des intentions humaines, mais les animaux ne raisonnent pas tout comme nous. Alors, Sarah, quand tu dis les animaux ont d'autres choses à faire les premiers temps après la mort, je te rejoins. J'ai communiqué plusieurs fois avec ma chatte décédée durant les mois suivant sa mort, et un jour, après quelques mois, elle m'est apparue comme une jeune chatte en pleine forme, alors que durant la période où je l'ai eue, elle avait plein de problèmes physiques. J'ai été si reconnaissante qu'elle me montre qu'elle avait enfin pu se débarrasser et guérir du corps physique qui l'avait tant fait souffrir sur Terre. Ah, merci Sarah pour ce témoignage, parce qu'effectivement, les animaux, comme les humains d'ailleurs, ils doivent parfois prendre du temps pour réparer leur corps physique, c'est-à-dire aussi parfois pour être en paix avec le corps physique qu'ils avaient sur Terre. C'est pas parce que je suis malade et que j'ai des tas de problèmes et que je suis un animal que c'est plus facile que si je suis un humain. Il y a aussi des animaux pour qui c'est compliqué la maladie, et notamment, bah, comme je connais la chatte de Sarah, les maladies chroniques, hein, comme avait sa chatte. Donc, il y a un moment donné où il va falloir faire la paix avec son corps physique. Alors, si vous, en tant qu'humain, vous faites la paix avec votre corps physique de votre vivant, c'est tout ça que vous avez gagné le jour où vous serez mort. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, merci Sarah, parce que c'est un chouette témoignage qui montre que le processus, les processus dont je parle, de fin de vie, de décorporation, les différentes étapes, ça reste quelque chose de général. Puis après, il y a la particularité de la vie de chacun. Jacqueline qui dit, j'ai une chienne de 11 ans qui creuse sans arrêt dans le jardin pour manger les larves de hannetons. Je ne peux pas l'empêcher. Comment interpréter son comportement? Eh ben, elle a du goût parce que les larves de hanneton, c'est très sucré et c'est plein de protéines. Alors, effectivement, c'est embêtant pour vous, Jacqueline, parce qu'elle fait des trous dans votre jardin. En même temps, c'est embêtant pour les hannetons parce que bah, il y en aura un peu moins. Ça sauve votre gazon aussi parce que les larves de hanneton sont très friands du gazon. Mais en fait, elle a découvert comment recevoir une auto-récompense. C'est ses friandises, c'est ses bonbons. Alors, vous pouvez lui dire que vous n'êtes pas d'accord, mais ça veut dire qu'il va falloir être avec elle dans le jardin tout le temps. Moi, j'ai une chienne qui se prend pour un chat et qui adore chasser les souris. Alors, ce qui me va pas, c'est que quand elle mange les souris qu'elle chasse, eh ben, elle est malade pendant 3 jours. Et un chien malade pendant 3 jours et 3 nuits qui vit avec vous en permanence et qui a des problèmes digestifs à cause de la souris qui ne se digère pas très bien, c'est aussi très pénible pour moi. Donc, et c'est pas forcément super pour son système digestif. Donc, si je la vois, bah, je lui dis non, mais il y a des fois où elle est dans le champ et voilà. Euh, je le vois au loin qu'elle a mangé une souris et qu'elle est en train de manger une souris et j'ai beau dire non, elle mange quand même. Donc, on ne peut pas empêcher des comportements. Après, certainement que ça lui fait très plaisir. La seule bonne nouvelle pour vous, Jacqueline, c'est que les hannetons se reproduisent de manière, enfin, tous les 2 ou 3 ans. J'ai plus la date en tête, mais c'est pas toutes les années. Donc, quand elle aura fini tous les larves de hanneton dans votre pré, il n'y en aura plus l'année prochaine. Mais en attendant, elle fait peut-être beaucoup de trous. Je ne sais pas si vous aviez une autre question par rapport à ça, mais de l'empêcher de le faire, à part de ne pas la laisser accéder, passer des zones, hein, ce n'est pas tout votre pré qui a des larves de hanneton, à part de clôturer et puis de l'empêcher d'aller, je n'ai pas de solution. La communication animale, ce n'est pas fait euh, comme un comportementaliste, hein, pour induire un changement de comportement chez l'animal. C'est fait pour comprendre ce qui se passe pour votre chienne et assurément, elle se régale. Alors, Jacqueline, je ne sais pas si vous voulez mettre votre micro. Non. Alors, vous me répondrez par le chat si ça répond à votre question. Evelyne qui demande qu'en est-il des animaux qui prennent sur eux, s'approprient la maladie de leur humain? Alors, c'est un vaste débat.
moi, je suis pas, alors c'est mon point de vue, hein, je dis pas que j'ai raison, mais moi, je suis pas partisane de dire que les animaux, ils prennent forcément les maladies des humains. Je pense que parfois, les animaux, ils sont dans un environnement qui est le même que le nôtre et qui deviennent malades avant les humains, déjà, par rapport à la pollution de l'eau, par rapport à la nourriture qu'on leur donne, etc. Et que, comme nous aussi, on est dans un environnement identique, ben, on peut à un moment donné avoir aussi la même maladie. Mais pour moi, si on réduit l'animal à dire qu'il prend la maladie de ces humains systématiquement et que mon animal, s'il décède d'un cancer, d'un problème cardiaque, d'un problème neurologique, c'est pour m'empêcher d'avoir moi-même ce problème, moi je dis non parce que ça veut dire qu'il est complètement asservi à l'humain et qu'il n'a pas de vie propre et de chemin d'âme propre. Donc, je pense qu'il arrive parfois que le chemin à traverser pour l'âme animale et pour l'humain durant cette vie sur Terre passe par une maladie qui peut être une maladie proche. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une recrudescence des cancers depuis maintenant plusieurs années dans le monde animal, ce qu'on ne voyait pas avant. Alors d'une part, c'est aussi lié au fait qu'on soigne mieux nos animaux, ils vivent plus longtemps. Donc plus vous vivez longtemps, plus vous avez une dégénérescence de votre corps physique comme pour nous l'humain, et plus vous avez de risques d'avoir un cancer. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on leur donne, la qualité de la nourriture. Et si nous, ça met peut-être 60 ou 70 ans ou 50 ans pour avoir un impact, ben, chez les animaux qui vivent moins longtemps que nous, c'est beaucoup plus rapide. Mais indubitablement, indéniablement, il y a beaucoup de cancers et de maladies chez les animaux depuis quelques années. Et on ne voyait pas ça avant, quand on avait un rapport différent à nos animaux, qu'on donnait des rations ménagères, voilà, qu'on faisait attention aussi à leur alimentation. Donc voilà, moi je ne pense pas que tous les animaux sont malades pour protéger leurs humains, et peut-être aucun. Mais c'est une légende urbaine qui circule. En tout cas, moi je n'adhère pas à celle-là. J'aime qu'ils aient aussi leur libre arbitre. Si ça va pour toi, Evelyne, Super, merci beaucoup. je t'en prie. Alors, Isabelle, est-ce que tu as une idée du pourquoi les chats aiment tant les lézards alors qu'ils les digèrent très mal, notamment en vieillissant? Alors, écoute, ils ne se posent pas la question de la digestion, ils se posent la question du goût. Parce qu'en fait, ils adorent le côté croquant du lézard. En fait, les chats, c'est des carnivores stricts. En principe, ils mangent des oiseaux et des souris. Et ils commencent toujours par la tête, pas parce que c'est plus facile à avaler, mais parce qu'ils adorent le côté croquant. Et ça, c'est pas moi qui dis, hein, c'est des micronutritionnistes vétérinaires spécialistes de l'alimentation chez le chat. En fait, ils adorent le côté croquant des os du crâne. Alors, j'imagine que chez le lézard, ben, il y en a en plus tout le long de la colonne, puis que ça croque peut-être encore plus et plus longtemps. Et puis, je pense qu'au niveau du goût, ça doit être, c'est un peu comme les hannetons pour Jacqueline, le chien à Jacqueline, ça doit être très appétant. Et les croquettes, en fait, elles ont été créées avec cette connaissance-là. C'est-à-dire que les industriels qui ont créé des croquettes, ils ont créé quelque chose qui rappelle le croustillant du crâne de l'animal, souris ou oiseau, quand le chat ou le chien le mange. Et ça, c'est quelque chose qui leur procure beaucoup de plaisir. Même s'ils n'ont jamais chassé avant, le fait de croustiller sous la dent, ils adorent ça. Donc voilà, c'est embêtant pour les lézards parce que souvent en plus, c'est pas tellement les lézards des souches, les petits bruns qui sont attrapés, parce que là ils sont extrêmement rapides, mais c'est le lézard vert qui est un lézard de plus en plus rare. Et donc c'est vraiment dommage quand il s'y attaque. Mais c'est compliqué. Et puis là, le système qu'on peut adopter pour les chats qui chassent les oiseaux, où on peut leur mettre une collerette colorée si jamais ils s'accrochent à une branche, elle casse, hein. Mais il y a dans les SPA, on peut acheter, ou dans les LPO en France, hein, et les ligues de protection des oiseaux, c'est des collerettes anti-chat. C'est assez joli, ça fait une collerette avec plein de couleurs que les oiseaux repèrent en fait. Et c'est plus efficace que la clochette.
Mais pour le lézard, il faudrait essayer, mais je pense pas que ça fonctionne. Et, Donc voilà, Isabelle. et tu aurais un conseil pour les aider à digérer ça, parce que, ou pas? Alors écoute, faut que tu voyes avec le vétérinaire Ah si ouais. effectivement tu peux aider. Moi, pour ma chienne, je lui donne des croquettes à base de charbon parce que ça absorbe le charbon, c'est antitoxique, donc ça absorbe un peu bah, les gaz déjà. Parce qu'en fait, le problème de la digestion, c'est que ça produit beaucoup de bactéries, beaucoup de gaz. Mhm. Et du coup, moi, je lui donne du charbon. Si tu n'as pas de croquettes, il y a des croquettes au charbon qui se vendent, bien tu peux lui donner simplement du charbon actif, mélangé à la nourriture. Mais pour le chat, je ne sais pas comment tu fais ça, parce que ça risque d'être un peu compliqué. Mais peut-être qu'il mange dans la nourriture. Mais pour le chat, on peut aussi donner une capsule ou deux de charbon et puis ça aide. Voilà. Mais il va pas changer parce que de nouveau, c'est appétant. Donc voilà. Toujours la même chienne, en position debout, une patte arrière qui tremble. Ok. Eh ben, ça dépend le chien, ça dépend la race. Chez les petites races, il y a souvent l'excitation. C'est des animaux qui sont des piles électriques, hein. Moi, j'ai une Jack Russell et elle tremble souvent d'une ou de plusieurs pattes arrière. Et elle fera ça toute sa vie. C'est des caractéristiques, et ça c'est à votre vétérinaire Jacqueline de répondre, c'est des caractéristiques qu'on retrouve en fait chez les petits chiens, donc comme ne sait pas de quelle taille est la chienne. Et comme c'est une chienne qui a 11 ans, bah, si elle n'a jamais fait ça et qu'elle fait ça depuis pas longtemps, c'est bien d'aller voir le vétérinaire, de lui expliquer, et puis lui verra si il estime qu'elle a une carence, par exemple, en magnésium, mais c'est pas en lien avec les hannetons. Donc voilà, puis peut-être elle la mettra sous magnésium. Mais ça, c'est vraiment du ressort du vétérinaire et pas de la com animale. Les animaux n'étant pas capables de poser leur propre diagnostic, sinon, comme j'aime à le dire, on fermerait les écoles vétérinaires, on n'ouvrirait que des écoles de communicateurs animaliers. Ça coûterait moins cher à la société, mais je suis convaincue que ça ne sera pas efficace parce que l'animal, il ne peut pas poser un diagnostic comme ça sur ce qu'il a. Il subit aussi, comme nous, hein, souvent la maladie. Alors, quand on a un animal malade, si on veut lui demander comment ça va, est-ce que c'est mieux d'attendre qu'il aille un peu mieux ou peut-on le faire à tout moment? Bah, disons, si tu as un animal qui est malade puis que tu lui demandes comment ça va, bah, il va pouvoir te répondre que ça va pas, mais si c'est le tien. Par contre, tu peux pas faire ça en communication animale, puisque je rappelle qu'on pose pas de diagnostic en communication animale, et l'état douloureux de l'animal, c'est du diagnostic. Et ça, c'est vraiment du rôle vétérinaire, parce que vous pouvez passer complètement à côté d'une problématique avec, et ça m'est arrivé déjà à plusieurs reprises, d'avoir des gens très fâchés parce que le communicateur avait dit non, non, tout va bien dans le meilleur des mondes, et puis en fait, l'animal était dans un état vraiment de délabrement progressif. Et quand la personne s'est enfin rendue chez le vétérinaire, c'est trop tard. Ne vous chargez pas de choses qui ne sont pas dans la mission de la communication animale. Il y a des vétérinaires qui ont des compétences pour évaluer l'état douloureux d'un animal. Euh, En fait, chaque domaine a ses compétences. Vous n'allez pas, je dis souvent, demander à votre fleuriste d'opérer votre enfant sous prétexte qu'elle s'est passionnée de la chirurgie, mais enfin, elle a fait une formation de fleuriste, pas plus que vous allez demander au chirurgien de gérer le magasin de fleurs, même s'il est passionné de fleurs. Enfin, je veux dire, chaque métier a des compétences et c'est pas parce que on utilise notre intuition que tout d'un coup, on a accès à toutes les compétences du monde. En fait, ça marche autant dans l'invisible que dans le monde visible en termes de compétences. Donc voilà pour la réponse, Caro. Ah voilà. C'est un Beagle qui a un diagnostic d'hernie discale. Ben alors voilà, donc c'est vraiment, Jacqueline, du ressort du vétérinaire pour voir avec le veto si c'est quelque chose que vous avez remarqué récemment. Et c'est ce que je vous aurais dit si vous faisiez une demande de communication animale. Je vous aurais dit, bah, retournez chez votre vétérinaire, signalez-lui qu'elle a une patte qui tremble. En plus, si elle a un diagnostic d'hernie discale, ça permettra de faire un statut, de voir s'il y a une évolution ou pas de sa hernie et c'est important. Et là, c'est vraiment pas du ressort de l'interprète animalière. Toutes les communications sont pas bonnes. Je vais publier, je pense, dans le courant de cette semaine, parce que je dois faire les montages. Actuellement, je travaille sur des études de cas avec des interprètes animalières formés et installés depuis quelques années, qui viennent, comme je faisais en supervision dans leur formation, qui viennent me soumettre des cas et des questions, des questionnements qu'elles ont.
Et c'est super intéressant. Et comme ça, vous voyez aussi que même quand on est formé, ben, on peut se poser des questions et tant mieux. Et on est confronté à des choses où de temps en temps, on a besoin d'avoir un éclairage. Et je pense que ça vous sera bien utile pour compléter les choses que j'ai dites aujourd'hui. Et vous retrouverez ça sur la chaîne YouTube de l'École de la Conscience. Elles vont être publiées en public, le temps du montage. Marion, coucou Marion, j'espère que tu vas bien. Ma jument ne supporte pas d'avoir quelque chose dans la bouche, mais j'ai l'impression qu'elle est en inconfort au niveau des dents. Je peux pas faire une communication animale pour en être sûre. Bah non, appelle le dentiste. Parce que c'est tout du temps que tu gagnes et que ta jument gagne aussi. Si tu estimes qu'elle est inconfortable au niveau des dents, moi, il m'arrive dans des communications, on ne me sollicite pas du tout pour ça que je parle des dents du cheval. Mais si toi, tu as déjà ce sentiment-là, eh ben, c'est le veto. Parce que pourquoi attendre plus longtemps? Imagine, tu as mal aux dents, et puis tu es une enfant, puis ta mère, elle dit, je vais aller demander à la médium d'en face, là, qu'elle se mette en communication avec ma fille, l'âme de ma fille, pour savoir si elle a mal aux dents. Pendant ce temps-là, toi, petite fille, tu souffres. Tu préfères que ta mère t'amène chez le dentiste. Bah, c'est la même chose. Donc, il faut vraiment que tu ailles, enfin, que tu prennes rendez-vous avec le dentiste et puis que ta jument soit vue. Les chevaux demandent à avoir des dents faites au moins un an, une fois par an et contrôlée parce que aujourd'hui, l'alimentation des chevaux n'est pas suffisante en produits ligneux pour user suffisamment les dents. Pour les ânes qui ont une dentition différente, avec surtout une dureté de l'émail qui est différente des chevaux, on peut aller tous les 2 ans. Mais les chevaux et poneys devraient être vus toutes les années par le vétérinaire dentiste ou le dentiste équin. Peu importe s'il est vétérinaire ou pas, prenez quelqu'un qui est bien formé par contre. Et les dents pourraient être faites voilà, régulièrement parce que la mastication, c'est la bonne mastication, c'est, comment dire ça? La garantie de pouvoir se préserver des coliques. Il y a beaucoup de coliques chez les chevals qui viennent du fait que le cheval mastique pas bien, qu'il n'a pas les molaires bien alignés derrière et que le broyage en fait se fait pas bien parce que ça coulisse comme ça, hein. Et donc le bol digestif, le bol alimentaire, n'est pas bien prédigéré par la mastication et pose des problèmes, va créer des gaz, etc., qui vont entraîner des coliques. Et il y a plein de chevaux qui font des coliques parce qu'ils sont pas bien, ils sont pas vus régulièrement par le dentiste. Marion, ça répond à ta question? Oui, oui, merci, d'accord. Et Jacqueline, j'ai 2 chats mâles de 6 mois stérilisés. Un des deux est toujours collé à moi sur mes genoux, toujours, et demande des câlins. Comment interpréter ce comportement? Alors, Jacqueline, si vous voulez mettre votre micro, parce que je viens de vous l'éteindre, mais vous pouvez le réactiver. Euh, je ne comprends pas bien votre question, parce que qu'est-ce que vous souhaiteriez interpréter dans une attitude de bienveillance envers vous et du fait que bah, il y a un des deux qui est plus câlin que l'autre, comme chez les humains? Dites-moi. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, bonjour. Eh ben, je sais pas, j'avais peur que ce soit une réaction par rapport à la stérilisation, qui est quelque chose qui ne soit pas été fait correctement. Enfin, je sais pas. Donc, parce D'accord. il est sans arrêt avec moi, il me suit partout, voilà, il est toujours en train de chercher des câlins. Ok. Vous êtes allé voir le vétérinaire qui a enlevé les fils après la stérilisation. La casse- Oui, oui, oui. Puis apparemment, tout est bon, quoi. Mais bon, voilà. Mais bon, il le faisait avant d'être stérilisé, donc. Ok, donc alors on est plutôt sur, vous me direz si je surinterprète, mais plutôt sur peut-être quelque chose au fond de vous où vous vous sentez pas confortable dans le fait d'avoir stérilisé ou castré, en l'occurrence, puis c'est des mâles, vos 2 chats, ça pourrait être de cet ordre-là? Non, du tout, du tout, du tout. Ok, donc pour vous c'est ok avec ça, vous savez pourquoi vous l'avez fait et votre... Exactement, oui. Donc Mais posez... bon, ça me gêne pas qu'il fasse ça, mais voilà, je me disais, est-ce qu'on a une relation qui est plus, je sais pas, plus fusionnelle qu'avec l'autre? Je sais pas. Alors, vous avez de toute façon, vous auriez 10 chats, vous auriez 10 relations différentes avec chaque chat. Hein, je compare à une famille avec des enfants.
Parce que bien sûr. chaque chat a son caractère, chaque chat a sa manière d'exprimer en fait le lien qu'il entretient avec vous. Vous pouvez une fois demander une communication animale avec quelqu'un de formé, un interprète animalier formé, pour peut-être laisser vos deux chatons s'exprimer et dire comment est le lien qu'ils entretiennent avec vous. Et vous aurez une réponse. Mais pour moi, il n'y a pas de problématique comportementale. Il y a juste deux manières différentes pour chacun de vos chats d'exprimer le lien qu'ils ont avec vous. Et peut-être qu'ils pourraient vous le dire de vive voix. Et alors, la communication animale, elle sert bien dans cette situation-là. Ok, je vous remercie. Je t'en prie, Jacqueline. OK. Alors, je veux bien répondre encore à une dernière question, s'il y en a une. Sinon, on va arrêter là. Et c'est Alors, Marie. oui. Vous me voyez là, je suis la première de la liste sur les photos. Oui, Marie. Marie-Claire. Bonjour, Marie-Claire. Dis-moi. Eh bien, c'était pas une question, c'était pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez très justement, en quoi il était, on ne pouvait pas faire de diagnostic et que c'était pas le rôle d'un, oui, j'allais dire d'un comportementaliste, enfin passons. Je voulais vous dire, il y a un an ou deux, vous avez fait une communication avec un petit chien que j'avais qui s'appelait Titou. Et vous aviez déterminé qu'il avait énormément d'anxiété, sans savoir d'où ça pouvait provenir, enfin voilà. Et c'était juste pour dire que j'ai vu un vétérinaire, pas sur ce cas précis, mais sur autre chose. Il avait été fait une prise de sang et il s'est avéré qu'il avait un syndrome de Cushing, donc Ouh, beaucoup d'anxiété, etc. Voilà. ouh, Donc, c'était bien en corrélation, quoi. OK. Alors, merci Marie-Claire. Alors, je rebondis là-dessus. En fait, le chien aurait été bien capable de dire j'ai un syndrome de Cushing et voilà, et il y a quelque chose qui dysfonctionne chez moi à tel endroit. Par contre, l'expression, la conséquence en fait liée au dysfonctionnement hormonal, hein, la maladie de Cushing étant une maladie hormonale, eh ben, c'était une augmentation de son anxiété. Et ça, moi, je pouvais le ressentir comme interprète animalière et vous dire, bah, il faut aller voir peut-être ce qui se passe ou traiter l'anxiété. Et je rebondis sur ces notions d'anxiété. C'est des choses qu'on peut ressentir chez les animaux. Et c'est important de différencier l'angoisse de l'anxiété, déjà. L'anxiété, c'est un état qui est tout le temps là, chronique. Et l'angoisse, c'est quelque chose qui peut être ponctuel, lié à des événements. Là, ça nous donne des indications aussi dans nos observations en tant que humain d'un animal qu'on va pouvoir transmettre au vétérinaire qui va adapter des traitements en fonction. Parce que vous pouvez avoir un animal qui est angoissé quand il entend l'orage ou des coups de fusil ou des feux d'artifice. Et là, on va parler d'angoisse et donc on va traiter l'angoisse préventivement ou en tout cas intervenir dès qu'il y a un événement de ce type-là. Je dis préventivement, si on sait que l'orage va arriver, on peut donner des choses qui vont apaiser l'animal pour qu'il ait une réaction anxieuse qui soit moins phénoménale et moins grande. Par contre, on peut se retrouver avec des animaux qui ont une anxiété, un état anxieux généralisé tout le temps, et ça peut être à l'origine de problématiques physiques. Bah là, il y avait le Cushing, il y a des problèmes de thyroïde. Il faut toujours investiguer le physique avant de mettre, disons, la faute sur le psy. Là aussi, le vétérinaire, il va pouvoir adapter le traitement en fonction de ce que nous, on va observer. Mais parfois, on traite anxiété et angoisse un peu dans le même paquet. C'est quand même deux choses différentes chez l'animal. L'un, je rappelle, étant ponctuel, c'est l'angoisse, et l'anxiété étant quelque chose qui est chronique chez un animal, mais qui peut aussi être génétique, qui peut aussi être lié à un passé traumatique. Enfin, il y a 1012 possibilités. Donc voilà. Merci en tout cas, Marie-Claire, pour la réponse. Ah, la question, pardon. Voilà, bah écoutez, faites-vous des communications à distance? Je serais intéressée pour ma chaîne Beagle. Alors, oui, je fais des communications à distance, je fais même que ça, Jacqueline, parce qu'un interprète animalier n'a pas besoin de se déplacer. Mais je vous invite à m'envoyer un petit mot, je vous donnerai l'adresse de communicatrice à qui je dispatche les demandes.
J'ai un site internet qui s'appelle www.communicationanimale.ch où il y a un agenda en ligne, mais je dois reconnaître que il y a beaucoup de gens qui attendent des rendez-vous. Je mets des rendez-vous tous les 15 du mois à 20h30 pour le mois suivant et je ne peux pas physiquement, hein, un vrai interprète animalier qui fait que de l'intuition, c'est-à-dire qui travaille avec rien d'autre qu'une photo et qui démarre sur la photo, ne peut pas physiquement faire des dizaines et des dizaines et des dizaines de communications par mois, encore moins par jour ou par semaine, parce que c'est extrêmement fatigant pour l'organisme et pour le cerveau. Donc, il faut du temps pour récupérer. L'état d'intuition n'est pas un état d'être naturel. Enfin, il existe en nous, mais quand on le provoque, ça demande beaucoup d'énergie. Et j'en prends pour témoin les gens qui sont là, qui ont déjà fait des formations avec moi et qui savent qu'à la fin d'une journée, ils sont bouf, comme le lapin du Racel qui a plus de piles. Donc, Jacqueline, volontiers, envoyez-moi un petit mail et puis je vous adresserai, parce que là, il n'y a plus de place pour novembre. Sinon, attendez le 15 novembre, mais soyez précise parce que j'ouvre les places à 20h30 et généralement, une heure après, il n'y en a plus pour le mois suivant. Donc, voilà. Et ce n'est pas une demande d'urgence, donc je réponds aux demandes en urgence, mais pour les animaux de fin de vie. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre attention. J'espère que cet échange, ce live vous aura plu. Merci pour vos questions. Je vous retrouve sur le canal Telegram si vous avez des questions. Sachez que le prochain live, alors je vais vous donner la date. Toc, 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 c'est le 17 novembre, aussi 11h, 12h30, un dimanche, et il sera consacré aux questions que vous m'aurez posées concernant les animaux en fin de vie, la mort chez l'animal, l'âme animale. On fera une spéciale autour du voyage de l'âme et de la mort. Bon dimanche à tout le monde, belle semaine à vous puisqu'elle recommence demain. Meilleurs vœux à vos animaux. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis ciao et à bientôt. Salut!